tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui au Nouveau-Mexique pour une affaire qui n'est pas, à mon humble avis, sans rappeler les meurtres de Gilgo Beach, à la différence près que notre meurtrier n'a pas encore été attrapé. La ville d'Albuquerque est la plus grande ville de l'État du Nouveau-Mexique et se trouve en son centre. Les lotissements cohabitent avec le sable du désert et la vie est rude à cause d'un taux de criminalité plutôt élevé. Avant que notre affaire ne soit mise au jour, au sens propre comme au figuré, une inspectrice du département de la police d'Albuquerque, Ida Lopez, alerte ses supérieurs en 2005. D'après ses calculs, au moins 17 travailleuses du sexe ont disparu. Souvent, en plus d'être accusées pour la vente de leur charme, elles sont soupçonnées de consommer des substances illicites. Bien entendu, leur mode de vie rend difficile la surveillance de leurs déplacements. Peut-être ont-elles juste quitté le territoire une fois qu'elles ont rassemblé assez d'argent pour commencer une nouvelle vie. C'est le mieux qu'on leur souhaite, mais la vérité est bien plus sombre. En 2008, un grand projet immobilier est interrompu dans le West Side, un terrain désertique le long de la 118e rue, suite à l'éclatement de la bulle immobilière. Les riverains se sont ensuite plaints d'inondations provenant des travaux délaissés et un mur de soutènement canalisant les eaux pluviales vers un bassin de rétention est construit. Pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement parce que ces événements, somme toute anodins, vont révéler une horreur sans nom. Le 2 février 2009, un lundi soir tranquille, Christine Ross promène son chien Ruka le long d'un cours d'eau asséché dans ce fameux terrain. Ruka se met à courir comme toujours, mais cette fois, il trouve un os. Christine envoie une photo de la trouvaille de son chien à sa sœur qui est infirmière, et celle-ci est catégorique. Il s'agit d'un fémur humain. Elle dit à sa sœur d'appeler immédiatement la police. Trouver un corps est déjà horrible en soi, mais ici, comme dans l'affaire de Gilgo Beach, il n'y a pas qu'une seule dépouille. En cherchant le reste des ossements du corps, la police fouille les lieux et tombe sur d'autres ossements. Pendant des mois, le terrain est l'objet d'un véritable travail de fourmi. Des chiens spécialisés dans la détection de cadavres sont déployés, ainsi que des machines qui sondent le sol en profondeur. Des vues aériennes montrent certains emplacements des tombes. Plus de 40 000 mètres cubes de terre sont examinés et tamisés. Tout ça permet de mettre à jour pas moins de 9 corps de taille adulte, 2 d'adolescentes et 1 d'un fœtus. Le terrain qui était resté longtemps isolé et désert avant que les fameux travaux ne commencent et ne chamboulent le sol servait de cimetière à un tueur en série. Même si la criminalité fait malheureusement partie du quotidien des habitants, il s'agit surtout de rivalités entre gangs et trafiquants en tout genre. La découverte de la présence d'un prédateur dans la ville inquiète la population. L'état squelettique des corps donne un nom au tueur, le collectionneur d'os de West Mesa. L'identification des victimes s'avère compliquée. Il n'y a ni vêtements, ni bijoux, ni objets personnels avec les corps, si ce n'est un faux ongle qui ne mène à rien. Le médecin légiste détermine qu'il s'agit de femmes hispaniques, sauf une d'origine africaine, âgée de 15 à 32 ans. Si les premières victimes sont rapidement identifiées, c'est plus compliqué pour les autres. Le long processus d'identification commence et il dure presque 1 an. Comme pas mal de travailleuses du sexe ont disparu, c'est par là que la police commence ses recherches. Des comparaisons sont faites avec les dossiers dentaires et l'ADN des disparus, et on peut enfin leur donner un nom. La première à être identifiée le 11 février 2009 est Victoria Chavez. Elle est née en 1978 et est tombée très jeune dans la toxicomanie et la prostitution. Avant sa disparition, elle a été condamnée 5 fois pour racolage. Sa disparition n'est signalée qu'en 2004 par sa maman qui n'a plus de ses nouvelles depuis le 5 juin 2003. La deuxième, identifiée le 26 février, est Gina Michelle Valdez ainsi que son enfant à naître. Elle était enceinte de 4 mois au moment de sa mort. Née le 1er août 1982, elle était déjà maman de 2 enfants, Angelica et Jeremiah. À peine 22 ans, elle attendait donc son 3e enfant. Pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, elle se prostituait et a disparu en septembre 2004. Le 11 mars, ce sont les restes de Cinnamon Elks qui livrent leurs secrets. Née le 24 octobre 1972, Cinnamon était une élève sage et studieuse jusqu'à ce qu'elle ait de mauvaises fréquentations. Elle finançait sa dépendance aux substances illicites en vendant ses charmes. Mère de 2 enfants,
Elle les a confiés à sa maman Diana. Cinnamon a été arrêtée 19 fois pour racolage et 12 fois pour possession de substances. Sa mère signale sa disparition en 2004. Le même jour que Cinnamon, Julie Cindy Nieto retrouve son identité. Née le 2 août 1980, elle s'est retrouvée mère célibataire d'un petit garçon, Dominique, qu'elle laisse régulièrement à sa maman pour aller gagner un peu d'argent en se prostituant. La dernière personne à l'avoir vue est son grand-père. Elle disparaît après lui avoir rendu visite. Sa sœur Vanessa n'a pas supporté sa disparition et est décédée 2 ans après. Elles sont maintenant enterrées ensemble. Le 3 avril 2009, ce sont les familles de Monica Diana Candelaria et de Veronica Romero qui apprennent qu'elles font partie des victimes du tueur. Monica est née le 20 juin 1981. Elle aussi avait un jeune fils et a été vue pour la dernière fois le 15 mai 2003. Sa famille a signalé sa disparition 2 semaines plus tard. Elle avait été arrêtée 1 fois pour racolage et avait des liens avec des gangs locaux. Veronica, née le 19 juillet 1976, avait 5 enfants. Sa disparition a été signalée le 14 février 2004, alors que personne ne l'avait vue depuis 2 semaines. Détail intéressant dans son cas, on l'a vue monter dans une camionnette blanche au moment de sa disparition. Et ces détails ne sont pas recueillis par la police, mais bien par sa famille, qui se démène pour la retrouver en plaçant des affiches partout. La police ne semblant pas se soucier de la disparition d'une prostituée. Doreen Marquez est identifiée le 21 avril. Née le 31 août 1976, sa jeunesse était on ne peut plus classique. Elle a fréquenté le lycée de West Mesa où elle était pom-pom girl. Elle était la maman de Destiny et Mercedes au moment de sa mort. Tout allait bien dans sa vie jusqu'au moment où son compagnon s'est retrouvé en prison. Sa santé mentale s'est dégradée et elle a plongé dans les paradis artificiels. Elle avait l'habitude de disparaître des jours entiers. Le 10 octobre 2003, elle a déposé ses enfants à l'école, la Calvary Christian Academy, et n'a plus donné signe de vie. Ce n'est qu'1 an plus tard que sa famille a signalé sa disparition. Comme Doreen ne donnait parfois pas signe de vie pendant des mois, il voulait être sûr que quelque chose de grave était arrivé et qu'il ne s'agissait pas encore d'une de ses fugues. Le 4 juin 2009, c'est Celiana Edwards qui est identifiée. Née le 26 novembre 1987 dans le comté de Harris au Texas, elle a un début de vie difficile. Sa maman part en prison pour meurtre et elle se retrouve pupille de l'État. En 2003, elle vit dans un foyer pour jeunes victimes de maltraitance et de négligence, le Parker Point, à Lawton, d'où elle fugue pour aller voir sa mère. Ensuite, elle se retrouve au Colorado à se prostituer pour survivre. Elle finit par se faire arrêter pour prostitution avant d'être relâchée dans la nature. Je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi rien n'a été fait pour l'aider. Une mineure qui se prostitue, je trouve qu'elle aurait dû être prise en charge par les services sociaux au lieu d'être remise dans la rue à la merci de pervers et autres prédateurs. Bref, elle s'évapore peu après cette arrestation et finit dans une tombe de fortune. Elle n'avait que 15 ans. Le 1er novembre 2009, Virginia Cloven et Evelyn Salazar sont identifiées par des experts médico-légaux de l'Université du Nord du Texas. Virginia Cloven est née le 7 août 1981 dans une famille aimante. Un drame vient les frapper à la fin des années 90, la mort du frère de Virginia, Robert Cloven Jr., tué par balle. Virginia, qui était très proche de son frère, ne supporte plus de vivre dans la maison familiale et part vivre chez son grand-père à Albuquerque. Elle va ensuite vivre avec son petit ami. Lorsque celui-ci est victime d'un accident, elle se retrouve à la rue. Malgré les appels réguliers qu'elle passe à sa famille, elle tombe dans la toxicomanie qu'elle finance en se prostituant. Son dernier appel à son père est donné le 13 avril 2004 où elle lui annonce qu'elle va se marier avec un homme qui sort de prison. Sa disparition n'est signalée que 6 mois après cet ultime appel. Pour Evelyn Salazar, il s'agit d'une double disparition. En mars 2024, elle quitte une réunion de famille qui a lieu près de l'aéroport d'Albuquerque avec sa cousine Jamie Barella pour se rendre dans un parc à l'angle de San Mateo et Gibson à Albuquerque. Evelyn avait 23 ans et avait 2 filles, Maria et Angel. Pour celle-ci, elle avait décidé de changer de vie et avait laissé derrière elle sa toxicomanie et la prostitution.
La dernière à retrouver son nom en janvier 2010 est donc Jamie Katrina Barella, la cousine d'Evelyn, la seule à ne pas avoir de lien avec la prostitution et la drogue. Elle aussi n'avait que 15 ans. Une équipe de 40 enquêteurs est mise en place et l'aide du FBI est sollicitée. Mais les enquêteurs, malgré les promesses faites à la population de résoudre l'affaire rapidement, sont assez pessimistes. Ils n'ont aucune piste et, à part la toxicomanie et la prostitution, les victimes n'ont rien en commun. Aucun fil conducteur. Cependant, ils affirment que la population n'a plus rien à craindre. Les corps sont là depuis des années et il n'y en a pas de récents. Le tueur n'est donc plus actif ou il œuvre ailleurs. En plus, il s'agissait de femmes avec des vies dissolues. Donc, si vous êtes bien sage, il ne vous arrivera rien. Voilà qui ne rassure personne. Le tueur a été très minutieux. Il n'y a rien dans les tombes qui puisse mener à lui, à part un ticket de caisse pour l'achat d'un arbre dans une pépinière d'Albuquerque. On ne sait même pas comment elles ont été tuées. Il n'y a aucune trace de traumatisme sur les ossements. Le médecin légiste suppose qu'elles ont été asphyxiées. Le monstre ne laisse vraiment pas de traces. Mais la police va avoir un petit coup de main venant de l'espace. Pas d'extraterrestres en vue, je vous rassure, mais des images satellites qui montrent le site d'enfouissement des corps. Ces images, qui datent de l'époque des meurtres, montrent des traces de pneus suffisamment appuyées, donc répétées, pour être vues du ciel. Et elles vont des tombes vers Albuquerque. Vous allez me dire, des traces de pneus, rien de bien étonnant. Eh bien si, car entre 2003 et 2005, moment où ces images ont été prises, il n'y a strictement rien encore à cet endroit, que du sable, et donc aucune raison de s'y rendre à part pour se débarrasser des corps. Le tueur vient donc bien d'Albuquerque. Malgré les difficultés de l'enquête, un premier suspect se démarque, Joseph Blea. Notre bonhomme a un lourd passif d'agression sur les femmes qui commence dans les années 90. Et il vise en particulier les travailleuses du sexe. Par exemple, il se fait attraper par un policier alors qu'il s'exhibe devant l'une d'elles. Et ce qu'on trouve dans son véhicule pourrait prouver qu'il voulait faire bien plus. Sur le siège avant, il y a de la corde et du ruban adhésif. Mieux encore, après la découverte du premier corps, sa propre épouse dit à la police qu'il est une personne d'intérêt dans l'affaire. Elle aurait trouvé des bijoux et des sous-vêtements féminins cachés chez eux. Son domicile est perquisitionné mais rien n'est trouvé. Des filles viennent témoigner des pratiques étranges de ce client assez spécial. Il les attachait, les menaçait et les agressait. Elles n'ont jamais osé porter plainte car, vu leur profession, elles savaient qu'elles ne seraient pas prises au sérieux. Joseph est condamné à 90 ans de prison pour agression sexuelle en 2015. On découvre en plus que dans les années 80, il s'est attaqué à des élèves de l'école secondaire McKinley. Pourquoi il n'est attrapé que si tard après les faits? Tout simplement parce que le kit de viol d'une des victimes n'a été examiné qu'en 2010 et que c'est à ce moment que l'ADN de Joseph a parlé. Il est surnommé le violeur du collège McKinley. Et son ADN retrouvé sur un jean l'a également relié au meurtre d'une prostituée aussi dans les années 80. Voilà un palmarès intéressant pour les enquêteurs. Mieux encore, Joseph travaillait comme paysagiste et fréquentait régulièrement la pépinière dont un ticket de caisse a été trouvé sur les lieux de découverte des corps. Malgré ces éléments, il n'est accusé de rien dans notre affaire. Heureusement, vu la durée de sa condamnation, il ne sera plus jamais un danger pour qui que ce soit. Une autre personne d'intérêt est Lorenzo Montoya. Alors lui, vous allez le voir, c'est sûr qu'il n'embêtera plus personne. En décembre 2006, il a 39 ans et travaille comme imprimeur quand il demande à Sherika Hill, 19 ans, de venir faire une danse contre rémunération pour lui dans son camping-car. Et là, il lui attache les chevilles, les genoux et les poignets avec du ruban adhésif et il l'étrangle. Ce qu'il ignore, c'est que le petit ami de Sherika, Frederick Williams, l'avait suivi. Quand Lorenzo sort avec le corps pour aller s'en débarrasser, il tombe sur le petit ami qui l'abat en état de légitime défense d'après lui. La police le croit et aucune charge n'est retenue contre lui. Donc ce fameux Lorenzo, qui ne peut plus être interrogé, intéresse les enquêteurs actuels pour plusieurs raisons. Son camping-car se trouve à 5 km seulement du terrain où ont été trouvés les corps.
La méthode utilisée pour tuer Sherika est la strangulation. Les victimes de West Mesa ont été asphyxiées et donc peut-être étranglées. Je n'ai trouvé aucune information sur le fait que l'osioïde des victimes ait été brisé ou non. Les autorités sont unanimes pour dire que Lorenzo n'en était pas à son coup d'essai quand il a tué Sherika. Le sang-froid dont il a fait preuve et la brutalité des faits en témoignent. Sans parler des accusations maintes fois portées contre lui par des prostituées pour des agressions. En 1999, il est arrêté pour avoir violé et étranglé une prostituée qui, par miracle, survit à l'attaque. 5 ans plus tard, il remet ça. Même sa petite amie de l'époque dit qu'il l'a menacé plusieurs fois de la tuer et de l'enterrer dans le désert. Lors de la fouille de son domicile, la police trouve une vidéo où il a un rapport sexuel avec une femme non identifiée. Tout d'un coup, l'angle de la caméra change et on ne voit plus qu'un morceau de mur. Par contre, on entend clairement le bruit d'un morceau de ruban adhésif qu'on déroule et le bruissement d'un sac plastique. Je vous passe cette partie de la vidéo qui fait froid dans le dos. La femme sur la vidéo est-elle une de ses victimes? Sans parler du fait qu'il n'y a plus de meurtre après sa mort. Du moins, on n'a pas trouvé d'autres corps. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse prendre cet argument en compte. Le tueur, qui qu'il soit, a peut-être dû changer d'endroit pour déposer ses victimes à cause des travaux de construction qui se rapprochaient du terrain. Malheureusement, vu comment a fini Lorenzo, on ne pourra pas l'interroger sur les crimes de West Mesa et il reste innocent. Un troisième homme d'intérêt est Scott Lee Kimball. En 2002, Scott est libéré de prison avant terme après avoir accepté de travailler comme informateur pour le FBI. Il a finalement commis une série de meurtres, ce qui l'a ramené à la case prison en 2005. Depuis, il est accusé du meurtre de la petite amie de son ancien compagnon de cellule, Jennifer Marcum, ainsi que d'une jeune femme de 19 ans nommée Casey McLeod, qui aurait techniquement été sa belle-fille, puisqu'il a épousé sa mère après sa disparition. Kimball aurait également tué son oncle, Terry Kimball, et une femme nommée Leanne Emery. Il purge actuellement une peine de 70 ans de prison. En 2011, les autorités désignent Kimball comme suspect dans les meurtres de West Mesa. Il se serait rendu régulièrement dans la région entre 2002 et 2005 dans le cadre de son travail et il a des antécédents de violence. Cependant, il nie être le meurtrier et aucun lien direct n'a été établi entre lui et ses victimes. Robert Howard Bruce, surnommé l'homme à l'éther, est également soupçonné. Il avoue avoir commis des dizaines d'agressions sexuelles entre 1985 et 2007 dans de nombreux États. L'Oklahoma, le Colorado, le Texas et le Nouveau-Mexique. Il entrait par effraction dans les domiciles de femmes qu'il chloroformait, d'où son surnom. Il les menottait et leur faisait subir d'horribles sévices. Il purge une peine de prison de 200 ans. Personnellement, je me pose la question, vu les ressemblances flagrantes entre les faits, de la culpabilité de Rex Heuermann, le tueur de Gilgo Beach. Cependant, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Je suppose que les enquêteurs se sont penchés sur la question et l'ont écarté de la liste des tueurs potentiels. Malgré tout, les autorités ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'il y a d'autres victimes. La police d'Albuquerque a d'ailleurs publié des photos de femmes en pensant qu'elles étaient aussi des victimes du tueur. Elles ont été montrées au public non floutées afin de les identifier. Ces photos semblent avoir été prises alors que les jeunes femmes étaient inconscientes ou pire encore. En réalité, ces images ont permis de prouver que 2 des femmes sont encore en vie et qu'une autre est décédée de mort naturelle des années plus tôt. Aucune information n'est donnée sur les autres apparaissant sur les photos. Ces images permettent de mettre en lumière un autre suspect potentiel, un photographe qui traîne pas mal autour du terrain où se trouvaient les corps, Ron Erwin. Photographe dans le Missouri, il possède des propriétés à Joplin, mais se rend souvent au Nouveau-Mexique.
Ses propriétés ainsi que son studio sont perquisitionnées et des centaines de documents sont saisis qui seraient à l'origine des photos publiées des jeunes femmes inconscientes. Vu qu'il a été prouvé que les femmes sur les photos n'ont pas été assassinées, le photographe est retiré de la liste des suspects. Clairement, le type n'est pas net, mais ce n'est pas forcément un assassin. Il n'empêche que sa carrière et sa réputation ont été mises à mal par toute cette affaire. Il y a eu d'autres suspects mais aucun de convaincant. Les familles des victimes sont convaincues que la police n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait pour trouver le tueur. Pire encore, une des victimes, Cinnamon Elks, a dit à un ami avant de disparaître qu'un policier corrompu tuait des travailleuses du sexe et les enterrait à West Mesa. Tiens. En 2014, le ministère de la Justice dit que le département d'Albuquerque est sous surveillance suite à des faits de violence allant parfois jusqu'à la mort. Et des travailleuses du sexe en profitent pour porter plainte pour des agressions commises par des policiers. Le tueur portait-il un uniforme? Cela expliquerait le manque d'enthousiasme de la police à démarrer l'enquête. Ida Lopez, qui avait donné l'alerte en 2005 sur les disparitions, continue et dirige l'enquête appelée l'enquête de la 118e rue. En 2018, 8 familles se manifestent pour qu'on parle enfin de leur fille, sœur ou mère disparue au même moment que les victimes dont on a retrouvé les ossements. Martha Lucher, 32 ans, disparue en 2003. Nina Heron, 21 ans, disparue le 14 mai 2005. Anna Vigil, disparue le 20 janvier 2005. Philippa Gonzalez, 23 ans, disparue le 27 avril 2005. Chantel Waits, 29 ans, disparue le 15 mars 2006. Leah Peebles, 23 ans, disparue le 22 mai 2006. Vanessa Reed, 24 ans, disparue le 13 juin 2006. Et Gillian Ortiz, 19 ans, disparue en 2006. Ces familles se doutent qu'elles ne sont plus en vie, mais elles aimeraient pouvoir leur donner une sépulture décente et avoir un lieu où se recueillir. De nouvelles recherches sont effectuées avec des radars à pénétration de sol en élargissant la zone et des ossements humains sont découverts. Cependant, ils datent de 800 à 900 ans. Rien à voir donc. Vu le grand nombre de constructions qui ont poussé ces dernières années suite à la fin de la crise financière, il est fort probable que, s'il y avait encore des victimes enterrées par là, elles sont maintenant recouvertes par du béton. Les familles des 11 victimes qui ont été retrouvées ont créé un mémorial provisoire rendant hommage à leurs disparus. En juin 2020, un parc communautaire est ouvert à l'endroit de découverte des corps. Le nom de chacune des jeunes femmes est écrit sur le sol et un banc se trouve devant chaque nom, ainsi qu'un arbre qui a été choisi par les familles. Le 5 juillet 2024 sort le film Boneyard avec, entre autres, Mel Gibson et 50 Cent qui relate cette triste affaire. À l'heure actuelle, une prime de $100 000 est encore offerte pour toute information permettant d'attraper le monstre qui a brisé tant de vies. Alors, selon vous, qui est le collectionneur d'os ?